Bonjour à toutes et à tous et bonjour aux élèves de 3e du collège de Bernica. Bienvenue sur les ondes de Radio ACB pour cette dernière émission radio de l'année dans le cadre du confinement lié à l'épidémie de coronavirus. Ce sera aujourd'hui la dernière leçon du cours d'éducation civique intitulée Les citoyens et la défense nationale. Alors, pour les élèves qui ont la partie éducation civique dans leur manuel, ils peuvent prendre à partir de la page 388 de leur manuel. Bon, j'ai conscience que certains ne vont pas avoir toutes les ressources nécessaires. C'est pour ça que vous avez pas mal de documents sur une planche qui vous est fournie. En introduction, je vous propose, dans un monde de plus en plus instable, quels moyens se donnent la France et ses citoyens pour intervenir face à d'éventuelles menaces ? Car en effet, si on parle de défense, c'est bien consécutif à des menaces. Et là, qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que lorsqu'on parle de la défense nationale, on pense tout de suite à l'armée. Et en fait, on va s'apercevoir que cette notion de défense est beaucoup plus large et qu'elle englobe des menaces, des risques qui dépassent le conflit militaire. Donc, je vous propose dans une première partie de traiter des missions de la défense nationale. Ensuite, nous verrons la France face aux risques et aux menaces, et là on verra justement quel est le panel large de ces différentes menaces. Troisièmement, quels engagements pour la défense française, et on verra notamment que c'est un engagement qui dépasse nos frontières. Il peut se faire également dans le cadre européen, voire mondial. Et enfin, la quatrième partie sur le citoyen et cette notion de défense. On parlera notamment de la journée défense et citoyenneté qui va vous concerner rapidement. Premièrement, les missions de la défense nationale. On peut prendre le document 1, page 392 de votre livre. C'est un tableau, un organigramme plus précisément de l'organisation de la défense nationale. On y découvre le lien entre le pouvoir politique et les organisations de défense nationale. Alors j'ai conscience que certains n'ont pas ce document, je tâcherai de vous le faire passer en corrigé par la suite. Ceux qui ont le manuel, je vous demande de compléter ce tableau sur la planche de documents. C'est un organigramme dans lequel on retrouve les différents corps d'armée, armée de terre, marine nationale, armée de l'air, gendarmerie nationale également. La gendarmerie, on l'oublie souvent, mais c'est un corps d'armée. À la différence de la police nationale, qui eux sont des fonctionnaires également, mais le recrutement est différent, même si leur travail est à peu près équivalent. On note au passage que les corps d'armée, comme armée de terre, marine nationale et armée de terre, sont reliés à un chef d'état-major des armées et également reliés au niveau du pouvoir exécutif à un ministre de la Défense, alors que le ministre de l'Intérieur s'occupe de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Voilà pour l'organisation générale et institutionnelle de cette défense. On peut prendre ensuite le document 2, page 392. Document 2, page 392. C'est un extrait de la Constitution. Je vais le lire pour ceux qui n'ont pas le manuel. Ça nous donne le rôle de chacun dans le cadre de la défense. Je lis le document. Extrait de la Constitution de 1958. Article 5. Le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Article 20. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, il dispose de la force armée. Article 21. Le Premier ministre est responsable de la défense nationale. Article 34. La loi, votée par le Parlement, détermine les principes fondamentaux de l'organisation générale de la défense nationale. Alors, on parle du président, du gouvernement et du Parlement. Le président garant de l'indépendance nationale, c'est lui qui donc va garantir l'intégrité des frontières et notre indépendance.
le fait qu'on n'ait pas à obéir, par exemple, à une autre puissance étrangère. Dans le cadre de l'exécutif, le président a un rôle assez important en ce qui concerne les relations étrangères, les relations internationales et la gestion de l'intervention militaire. Mais il n'est pas tout seul malgré tout. En effet, il y a aussi le gouvernement et le Premier ministre, qui sont, eux, les éléments d'action, les éléments de mise en œuvre des décisions. On peut démarrer une première trace écrite, document 2, page 392, le président de la République est le chef des armées. Il est le chef des armées, c'est vrai qu'il est là, au défilé du 14 juillet à Paris, même si le chef d'état-major des armées est lui le responsable de l'application de la politique de défense. On peut rajouter, il est le garant de l'indépendance nationale, il est garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Alors à partir de là, on pourrait se dire, s'il y a une menace de guerre, et si le pays doit déclarer la guerre, qui est-ce qui s'en occupe? Qui en a la charge et le pouvoir? Eh bien, ce n'est pas ni le président, ni le Premier ministre. En effet, dans notre pays, une telle décision sera prise par le Parlement, par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale peut également voter le budget de la nation et donc le budget alloué à l'armée. On peut rajouter en trace écrite le Parlement, donc Assemblée nationale et Sénat, le Parlement vote l'engagement ou non dans un conflit armé. Vote l'engagement ou non dans un conflit armé. On va prendre maintenant le document 2 de votre planche qui s'intitule « Les 5 fonctions stratégiques de la défense nationale ». On va voir que c'est une affaire qui n'est pas simple et que cette défense nationale suit tout un processus d'intervention qui est assez précis. Que nous dit ce document d'après le site internet du ministère de la Défense en 2011? Premièrement, la connaissance et l'anticipation permettent de donner aux responsables civils et militaires des éléments de prévision ou d'appréciation de situations de crise. Connaître, étudier pour anticiper, c'est-à-dire prévoir à l'avance. Deuxièmement, la prévention consiste à agir en amont des crises pour éviter leur apparition ou leur aggravation. Donc ça peut être une intervention préventive avant que le conflit ou la situation devienne plus grave. Troisièmement, avec l'apparition de nouvelles menaces depuis les années 1990, et on pense notamment aux attentats terroristes, la protection de la population et du territoire est au cœur de la stratégie de sécurité nationale. Donc là, la défense nationale, ce n'est pas l'armée attaquer et faire la guerre, c'est aussi se protéger. Quatrièmement, la dissuasion garantit à la France sa sécurité contre tout adversaire étatique qui voudrait s'en prendre à ses intérêts vitaux. Dissuasion vient du verbe dissuader, on en a déjà parlé. La France dispose de l'arme de dissuasion, c'est-à-dire la bombe atomique, qui va dissuader, c'est-à-dire décourager, d'éventuels adversaires de nous attaquer, car ils risqueraient d'avoir à subir le feu atomique. Cinquièmement, l'intervention demeure un mode d'action essentiel des forces armées, particulièrement à l'extérieur du territoire national. Donc intervenir, c'est envoyer des hommes, des troupes, du matériel. Actuellement, la France intervient à l'étranger dans le cadre de coopération pour atténuer certains conflits, par exemple. On peut rappeler en trace écrite ces 5 fonctions stratégiques de la défense nationale qui sont l'anticipation, prévoir à l'avance, la prévention, agir à l'avance, la protection, protéger, la protection, la dissuasion, dissuader, décourager, la dissuasion, 2 S d'abord et un S ensuite, et enfin l'intervention. L'intervention. Voilà en résumé à quoi pourrait servir la défense nationale. Deuxièmement, la France face aux risques et menaces. Et là, on va prendre le document 3
de votre planche intitulé « Menaces et risques ». C'est un document avec des petites icônes et puis un petit commentaire. On va lire ça. Premièrement, on nous parle d'inondations, cyclones et tremblements de terre. En France, une commune sur 3 est concernée à des degrés divers par un risque d'inondation. On l'a vu en métropole, il peut y avoir des problèmes, notamment sur des lotissements qui ont été mal conçus et qui se révèlent être sujets à des inondations. Deuxièmement, la pandémie, et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui avec la pandémie du coronavirus. Alors il est dit, le plan national de prévention et de lutte pandémie grippale définit des mesures adaptables à l'intensité de la crise. Celle de 2009, de caractère modéré, avait fait 350 morts. On est aujourd'hui à plus de 28 000 morts en France avec le coronavirus. Cette grippe-là de 2009 était beaucoup moins grave. Il y avait eu déjà une première alerte en 2003 avec un premier SRAS. Ici, on est face à une situation exceptionnelle de pandémie qui se répand à travers le monde. On a vu l'armée intervenir, notamment avec un bateau qui a amené du matériel à Mayotte ces dernières semaines. Donc l'armée, les services de défense peuvent intervenir à ce niveau-là. Autre menace, les attentats terroristes. Alors en France, on a le plan Vigipirate qui mobilise environ 600 militaires pour la surveillance d'une trentaine de sites dans le Grand Paris. Vous pouvez voir ça sur le document 4 de votre livre, page 393. Il y a des bâtiments officiels qui sont effectivement protégés, musées, des lieux de culte, des gares, mais ça peut être aussi des centres commerciaux, des lieux de médias, des écoles ou des sites sensibles, des sites industriels. Ensuite, on évoque les attaques informatiques, les cyberattaques, piratage. En 2010, la France se classe en 11e rang des pays les plus concernés par les attaques informatiques. On sait que la gendarmerie et la police aussi d'ailleurs surveillent plus ou moins ce qui se passe sur la toile pour éviter des cyberattaques, mais aussi pour contrôler, interdire des sites pédophiles ou incitant à la haine raciale par exemple. Ensuite, menace des missiles, 750 000 missiles sol-air portables seraient en circulation dans le monde. Bon, nous, on n'a pas trop de menaces de missiles ici, mais on pense au Japon, par exemple, qui ces derniers mois s'est retrouvé sous la menace de missiles coréens qui lui passaient au-dessus de la tête. C'est une menace qui peut exister. Ensuite, criminalité organisée. Le crime organisé est le fait de sociétés qui cherchent à exercer leurs activités le plus souvent par la fourniture de marchandises, de produits ou de services illicites en dehors du contrôle des citoyens et de leur gouvernement. Bon, ça peut être du trafic de drogue évidemment, mais aussi de produits interdits, etc. Et enfin, un risque également important, les catastrophes industrielles. En France, il existe sur le territoire 1200 sites de type Seveso à risque majeur, explosion, incendie, émanation de gaz toxiques, fuite chimique ou radiologique. Ce type Seveso, ça vient d'une usine italienne, l'usine Seveso, qui a explosé et qui a donné une sorte de référence pour ce genre de risque. La France a connu à Toulouse l'explosion de l'usine AZF dans les années 2000. Une usine qui fabriquait des produits chimiques et notamment du nitrate. Vous voyez que notre trace écrite nous propose de classer ces risques et ces menaces sous deux grandes catégories. Alors c'est pas évident puisque rien ne nous guide si ce n'est notre étude. D'un côté vous avez terrorisme, attaque informatique, nouvelles armes, et de l'autre côté catastrophe naturelle, crise sanitaire. Dans ce cas-là, quelle est la différence ? Eh bien, c'est que dans le premier cas, on a affaire à une agression intentionnelle. Donc la protection doit s'exercer face, premièrement, aux agressions intentionnelles, donc le résultat d'une intention des hommes, aux agressions intentionnelles, terrorisme, attaque informatique, nouvelles armes, et deuxièmement, aux risques non intentionnels, c'est-à-dire qui ne sont pas voulus. Et une catastrophe technologique, même si elle est liée à une activité humaine, généralement elle n'est pas voulue. Donc ce sont les catastrophes naturelles, les crises sanitaires, comme la pandémie actuelle.
Voilà donc des risques et des menaces qui nous montrent que la défense nationale va s'adresser à des situations bien plus larges que celles d'un conflit armé. Ceci nous mène vers la troisième partie de cette leçon. Quels sont les engagements pour la défense nationale? On peut prendre le document 4 de votre planche, intitulé « Les fondements de la défense globale ». On va lire ce document 4 de votre planche, qui est tiré d'un dossier Citoyenneté et Défense du CEREN-CNDP en 2010. Je lis le document. Les fondements de la défense globale. La défense est désormais globale parce qu'elle est armée, civile, économique et culturelle. La défense militaire est la compétence de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine et de la gendarmerie, avec des objectifs de dissuasion et de prévention des menaces, de protection du territoire national et des populations. Les armées contribuent également au maintien de la paix dans le monde en participant à des opérations extérieures. Deuxièmement, la défense civile est assurée principalement par les sapeurs-pompiers, la sécurité civile et la police pour la prévention et la protection contre les risques de toute nature, feux de forêt, inondations, séismes, cyclones, risques écologiques, en France comme à l'étranger. Il peut y avoir des aides, des interventions de services français à l'étranger. Troisièmement, la défense économique est notamment sous la responsabilité des douanes qui luttent contre les trafics, les contrefaçons, favorisent la production et la circulation des ressources du pays. Les douanes, c'est ce service qu'on voit à l'aéroport, ou qui existe aussi au port et à la poste, et qui va contrôler l'arrivée ou le départ des marchandises sur le territoire national. Et enfin, quatrièmement, la défense culturelle participe au rayonnement de la francophonie. Alors moi, je suis un petit peu moins d'accord quand même sur cette idée de défense culturelle. Ça fait quand même très franco-français. Cocorico, on défend notre culture. Une culture, elle est vivante lorsqu'elle est active et qu'on n'a pas besoin de la défendre. Si on a besoin de défendre une culture, c'est que c'est le signe d'une certaine faiblesse. La culture, c'est quelque chose qui se fait naturellement à travers des échanges et à travers des mélanges. Et là, je ne sais pas si la culture concerne vraiment la défense nationale. On peut quand même évoquer les droits, des copyrights, qui sont souvent liés à des productions artistiques. Et là, c'est vrai que c'est des choses qu'il faut protéger malgré tout de la copie. Alors, on peut noter en trace écrite, document 4, la France organise sa défense de façon globale, c'est ça l'idée intéressante à retenir, de façon globale, entre parenthèses, défense militaire, civile, pensez au séisme, au cyclone, économique et culturelle. Défense militaire, civile, économique et culturelle. Elle concerne tous les citoyens et vise la protection totale du territoire. On peut continuer maintenant avec le document 5 de la planche, intitulé « Les buts de la défense et de la sécurité nationale ». C'est tiré du livre blanc sur la défense et la sécurité, l'éditeur Odile Jacob, la documentation française 2008. Je lis le texte. La stratégie de sécurité nationale a pour objectif de parer aux risques ou menaces susceptibles de porter atteinte à la vie de la nation. Sa première finalité est de défendre la population et le territoire, car il s'agit du devoir et de la responsabilité de premier rang de l'État. La deuxième est d'assurer la contribution de la France à la sécurité européenne et internationale. Elle correspond à la fois aux nécessités de sa sécurité propre, qui se joue aussi à l'extérieur de ses frontières, et aux responsabilités que la France assume dans le cadre des Nations Unies et des alliances et traités auxquels elle a souscrit. La troisième finalité est de défendre les valeurs du pacte républicain qui lie tous les Français à l'État, les principes de la démocratie, en particulier les libertés individuelles et collectives, le respect de la dignité humaine, la solidarité et la justice.
Alors là, l'engagement de la France pour la défense, il dépasse ses frontières. Et on peut noter que la France organise aussi sa défense de façon collective et s'engage au niveau international. On pourrait rappeler notre cours d'histoire. Vous savez que la France fait partie d'une grande alliance militaire à l'ouest. Cette alliance militaire, c'est l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord. Nous sommes les alliés des Américains. On peut le noter. Elle est membre de l'OTAN, prête à soutenir ses alliés, mais vous le savez aussi que la France, faisant partie du Conseil de sécurité de l'ONU, elle est prête aussi à intervenir avec un mandat de l'ONU, Organisation des Nations Unies. Enfin, on peut aborder cet engagement à l'extérieur des frontières de la France, page 397. Page 397, vous avez documents 4 et 5. Vous avez des exemples d'intervention de la France. Le document 4, intitulé « La participation de la France à l'opération Atalante », on voit une photographie d'un patrouilleur d'un bateau de guerre français en train d'arraisonner une barque. On va lire le commentaire. L'Union européenne mène depuis le 8 décembre 2008 une opération militaire pour contribuer à la prévention et à la répression des actes de piraterie au large de la Somalie. Ici, la frégate Nivos, qui est ancrée à La Réunion d'ailleurs, intervient contre des pirates en 2015. C'est une opération qui se fait en coopération avec l'Union européenne. Les différents pays de l'Union européenne viennent mettre en place ici des moyens militaires pour lutter contre cette piraterie. Ça s'est bien amélioré quand même depuis cette époque. La piraterie a bien diminué le long des côtes de Somalie. Effectivement, c'était un lieu de passage important puisque c'est sur la voie de passage des pétroliers qui sortent du golfe Persique et qui se dirigent vers le sud pour contourner l'Afrique. Donc, on peut noter, elle est membre de l'Union européenne, la France. Elle est membre de l'UE. Et participe à ce qu'on appelle une politique de sécurité et de défense commune. Elle est membre de l'UE et participe à une politique de sécurité et de défense commune, PSDC. Une politique de sécurité et de défense commune, PSDC, dans l'UE. Exemple, document 4, opération Atalante, de lutte contre la piraterie dans l'océan Indien. Le document 5, lui, nous parlait d'une intervention de l'Union européenne pour sauver des embarcations de migrants entre l'Afrique du Nord et l'Italie, cette fois-ci, dans le cadre de l'opération Triton. Enfin, quatrième partie, le citoyen et la défense, c'est quand même un des mots-clés de notre titre. Le citoyen, c'est nous. Eh bien, quel est le lien avec la défense nationale? On pense à ce qu'on appelait autrefois le service militaire, et puis après on a appelé ça le service national. Jusque dans les années 90, pendant 12 mois, les jeunes entre 18 et 22 ans devaient aller passer une année sous les drapeaux dans les casernes pour faire ce service national. Eh bien, depuis la loi de novembre 1997, l'appel des jeunes hommes sous les drapeaux pendant un an est supprimé. C'est le président Chirac à l'époque qui a supprimé ce service national. On l'a supprimé parce que ça coûtait cher et puis que la nécessité d'une organisation d'une défense nationale avec une mobilisation générale paraissait de moins en moins nécessaire compte tenu de notre force de dissuasion. À partir de là, on s'est plutôt orienté d'ailleurs vers une armée de métiers avec des gens qui s'engagent sur des durées définies dans l'armée. Suite à ça, on a créé un nouveau service national qui s'appelle le service national universel. C'est votre trace écrite. Désormais, on parle de service national universel et les jeunes filles sont également concernées aujourd'hui. Les jeunes filles sont également concernées. Alors, pour y voir plus clair, on peut prendre l'info
qui vous est proposé sur votre livre, page 390. Info, page 390, qu'est-ce qu'on peut lire? Le parcours de citoyenneté. On parle d'un parcours de citoyenneté. Il comprend l'enseignement obligatoire de la défense au collège, en classe de 3e, c'est ce que vous êtes en train de suivre, et au lycée en classe de 1re. Ensuite, la deuxième étape, c'est le recensement obligatoire à 16 ans, et la journée défense et citoyenneté. Il vise à sensibiliser les jeunes, garçons et filles, aux questions de défense et aux devoirs de mémoire. Il contribue au renforcement du lien entre l'armée et la nation. Alors on va préciser un petit peu de quoi il s'agit. On peut noter que ce nouveau service national, repose sur un parcours de citoyenneté, qui se déroule en 4 étapes. On vient de la voir, la première étape, c'est l'enseignement de la défense en 3e, l'enseignement de la défense en classe de 3e et de 1re. Deuxièmement, on nous a parlé du recensement, le recensement. Alors qu'est-ce que c'est que le recensement? C'est se faire compter. C'est-à-dire que le pays, l'État, nous compte, recense le nombre d'habitants. C'est souvent l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui s'occupe de ça, de façon à compter les gens, à étudier les mouvements de population, à faire de la démographie. Mais c'est aussi un acte officiel. C'est-à-dire que on demande aux jeunes de 16 ans, dès que vous avez l'âge de 16 ans, d'aller par vous-même à la mairie annexe par exemple, ou à la mairie de Saint-Paul, vous faire recenser avec votre carte d'identité. Vous arrivez, vous dites voilà, je m'appelle un tel, j'habite à tel endroit et j'aimerais me faire recenser. Et à partir de ce moment-là, la mairie va vous inscrire sur les listes électorales et sur des listes comme quoi vous existez, vous habitez à tel endroit, etc. C'est important parce qu'on va le voir, ça permet, c'est vrai, d'être inscrit sur les listes électorales et donc de recevoir d'ailleurs sa carte d'électeur lorsque vous aurez 18 ans. Mais c'est aussi important parce que ça vous permet d'être convoqué à ce qu'on appelle la journée défense et citoyenneté. Alors on va noter ça en trace écrite. Le recensement, tous les jeunes français doivent s'inscrire à 16 ans à la mairie de leur commune de résidence. Cela permet l'inscription sur les listes électorales et la convocation à la JDC. Alors cette JDC qui signifie la journée défense et citoyenneté, journée défense et citoyenneté. On a des informations plus précises, document 2, page 390. Regardez également le lien vidéo que je vous mets sur le cahier de texte. Finalement, cette journée remplace l'ancien service national et que on est passé de 12 mois à une journée maintenant. Comment ça se passe? Journée défense citoyenneté, document 2, page 390, qui, tous les jeunes Français, filles et garçons, ou dans une enceinte militaire ou civile proche de votre domicile, donc ça peut être par exemple à la caserne Lambert, en ce qui nous concerne ici à La Réunion, quand avant 18 ans, ça peut être à 17 ans, ou en tout cas avant 18 ans. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Une journée de sensibilisation aux enjeux de la défense et de la sécurité, une rencontre avec les femmes et les hommes de la défense, un test de détection des difficultés de lecture. Vous êtes accueillis à la caserne, vous rencontrez des gens qui vous parlent, qui témoignent de leurs expériences dans l'armée. Il y a également des films, je crois, où vous répondez à des questionnaires, et puis un test quand même de détection des difficultés de lecture, ceci pour repérer des jeunes qui éventuellement seraient en grande difficulté de lecture ou d'écriture, de façon à mettre en place des moyens pour les aider à rattraper cette situation. Donc on peut noter la journée défense et citoyenneté, JDC, filles et garçons de 17 ans,
de 17 ans sont convoqués dans une caserne militaire ou une institution à une journée de sensibilisation aux enjeux de la défense et de la citoyenneté. Et au terme de cette journée, un certificat de participation leur est remis. Un certificat de participation leur est remis à présenter obligatoirement pour passer le baccalauréat. Donc c'est un passage obligé si vous voulez passer votre bac. Mais également les concours de la fonction publique et le permis de conduire. Donc pour passer le baccalauréat, le bac, les concours de la fonction publique et le permis de conduire. Alors si jamais vous voulez passer le permis de conduire et que vous n'avez pas fait la JDC, il est toujours temps, si vous êtes recensé, de téléphoner à la caserne ou à la mairie. Et dans ce cas-là, vous vous faites convoquer et vous pouvez participer à cette journée malgré tout. Alors je me suis renseigné, à partir de 25 ans, ce document n'est plus obligatoire. Si vous n'avez toujours pas passé le bac à 25 ans ou le permis de conduire, on ne va pas vous demander à ce moment-là le certificat de participation à la JDC. Et puis, dernière étape, mais ça c'est un petit peu annexe, l'appel éventuel sous les drapeaux ferait partie de ce parcours de citoyenneté. Effectivement, on peut, document 6, faire partie, page 391, faire partie des réservistes, comme on appelle, mais vous pouvez aussi vous engager. Il y a pas mal de jeunes réunionnais qui font le RSMA, par exemple, pour se former professionnellement, obtenir des diplômes et s'engager quelques années dans l'armée. Et ça peut être une voie qui en tout cas, permet de répondre à certaines attentes chez certains jeunes. Voilà pour ce dernier cours d'histoire Géo EMC à la radio, grâce à Radio ACB, donc la radio scolaire du Collège Le Bernica. Je remercie Mathieu qui s'occupe de mettre les fichiers son à niveau et à programmer les émissions sur notre antenne. Je remercie aussi Mathieu, l'autre Mathieu, de mettre ces émissions sur la chaîne YouTube de Radio ACB. Vous pouvez toujours retrouver ces émissions après et réécouter votre cours si ça vous intéresse. En tout cas, moi, ça m'a permis de garder un peu le contact avec vous. Mais c'est vrai que ne pas vous voir, ça m'a quand même beaucoup manqué. Et j'espère que avec le retour des élèves au collège, j'aurai le plaisir de vous retrouver. Merci pour votre écoute en tout cas. Et bonne continuation et à bientôt de vous revoir.